Ce mois-ci, dans la rue du Sel, on a le grand plaisir d'accueillir Alain Nussbaumer, directeur du Rimlishof. Salut Alain. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Également, toujours et encore dans cette rue du Sel, mais dis donc, vous ne faites rien d'autre de votre temps. Ah non, on squatte. On est consacrés. C'est ça. Jean-Phi et Laura. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver également. Et comme d'habitude, pour tout de suite lancer cette émission dans le vif du sujet, on découvre notre invité avec quelques questions de Jean-Phi. Alors, Alain Nussbaumer, Alain Nussbaumer, directeur du Rimlishof, de son petit nom, le Rimli. Je parle du centre. Hein. Le Rimli, c'est un lieu qui accueille chacun avec ses différences. Mais revenons à toi, Alain Nussbaumer. Tu as fait une formation d'éducateur spécialisé, est-ce que c'est ça? Alors, ça, c'est une de mes formations, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui t'avait motivé à faire ça en sortant tout de suite de ton lycée, tu as fait ça? Pas du tout. En sortant de mon lycée, j'avais envie de faire de la technique. J'ai fait l'électronique, l'électromécanique. Après, je me suis plutôt tourné vers le voyage, puisque je suis parti au Canada 1 an pour aller faire des études de théologie au Canada directement. Et après mon retour du Canada, j'avais le choix entre faire l'armée ou faire objecteur de conscience. Donc j'ai fait objecteur de conscience. J'ai travaillé au Bruckhof, qui est un centre qui accueille des personnes malentendantes en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de pouvoir poursuivre mes études en tant qu'éducateur spécialisé, ce que j'ai fait après en travaillant en même temps au Centre Louis Braille. Qu'est-ce qui t'avait motivé à ça? Parce que tu pars sur des études techniques, donc pas du tout liées à l'humain, et tu finis par faire ça. Alors, c'est parce que j'aime beaucoup expérimenter, faire de nouvelles choses, et au fur et à mesure de mon côté technique, j'ai vu que aider les autres, c'est quelque chose qui était en moi en fait. J'aidais les autres dans leur travail à l'école, le côté technique. Quand je travaillais dans le technique, j'ai travaillé à Peugeot en train de gratter des voitures pour faire mon argent de poche en fait. Et puis à la chaîne, moi je remplissais tous les papiers de toutes les personnes qui ne connaissaient pas le français pendant que les autres grattaient à ma place. Donc je faisais du social déjà avant. Ouais. Et au fur et à mesure, l'idée m'est dit tiens, autant me former dans ce cadre-là. Alors dans notre petit entretien préparatoire, tu t'es d'abord présenté à nous comme mari, père et grand-père. Ouais. Et puis pourtant on voit bien que tu as un métier passion. Ton défi, c'est certainement de gérer, un de tes défis, c'est certainement de gérer ce rapport famille, métier, passion. Comment tu résumerais ça? C'est toujours un grand défi parce que quand on est passionné, on a l'impression que tout le monde doit l'être. Et c'est vrai que parfois, heureusement que j'ai une épouse et des enfants et des petits-enfants maintenant qui me disent stop, on a besoin de toi et on a besoin de vivre aussi des choses avec toi. T'occupes pas seulement des autres. Donc c'est vrai que c'est souvent les autres qui me rappellent à l'ordre. On a parlé aussi dans notre entretien que tu étais un visionnaire patient, visionnaire patient et facilitateur de projet. Tu peux nous redire ça ce que tu veux dire par là en quelques mots? Alors quand je suis arrivé au Rimlishof, c'était en 95, donc il y a bien longtemps, le temps de la préhistoire. Ce qu'on fait actuellement au Rimlishof était déjà dans ma tête, accueillir des gens de façon permanente, travailler dans le social, aussi avoir une micro-crèche, et tout ça était déjà là, mais les personnes n'étaient pas prêtes à le recevoir, donc il fallait au fur et à mesure aborder le sujet pour que le conseil d'administration et les administrations puissent vivre ça. Et pour moi, c'était très important parce que pendant ce temps-là, je me suis formé à d'autres choses et tout le côté technique et toutes ces choses-là m'ont servi dans mon travail. Donc tout ce que je faisais, j'ai appris que tout ce qu'on fait, même si c'est pas tout de suite, nous apprend quelque chose dans la vie. En fait. Alors tu es quelqu'un de passionné qui aime les autres et qui ne te ménage pas dans ton quotidien, mais je pense que tout ça, on le verra avec les questions de Cédric. Effectivement, on va entrer dans un dossier puisque le Rimlishof, c'est plein de choses, ça vient d'être dit, c'est un lieu de séjour de vacances. Jean-Philippe, toi, tu avais fait des vacances à une colonie au Rimlishof. Exactement, oui. Ouais, donc, je me rappelle, il n'était pas très sage. Pas très sage. Non, parce que c'était avant 95. Même si j'ai l'air très jeune, c'était avant 95. Il l'est toujours pas très sage. Non, mais il y a encore des traces. Donc c'est situé dans le sud de l'Alsace, pour ceux qui veulent géolocaliser la chose. Donc, comme tu as dit avant, de la micro-crèche également, l'accueil de personnes en situation de handicap et l'accueil de migrants. Et c'est notamment ce point, l'accueil de migrants, qu'on va traiter aujourd'hui ensemble dans notre dossier juste après ça.
Alain, peut-être une question un petit peu de contexte là, pour un petit peu comprendre comment ça se passe. Tous ces publics sont mélangés au sein de ce lieu, le Rimnissof? Alors oui, le Rimnissof, c'est d'abord le centre de vacances de la Ligue pour la lecture de la Bible, donc occupé par les camps de la Ligue pendant tout l'été, pendant toutes les vacances scolaires. Et puis, c'est aussi une micro-crèche donc, qui fonctionne toute l'année, du lundi au vendredi. C'est des groupes qui arrivent pendant toute l'année, c'est des classes vertes, mais c'est aussi des demandeurs d'asile qui sont là 24 heures H24, en fait, ici au Rimnissof, et qui vivent leur vie. C'est 10 familles, c'est 40 personnes qui sont dans un bâtiment avec une cuisine, avec tous les éléments et qui vivent au jour le jour. Donc automatiquement, quand un groupe arrive, ils côtoient, quand ils arrivent sur le parking, ils sont face à la cuisine des demandeurs d'asile. Et comme on a un problème de signalisation, c'est les familles qui accueillent nos hôtes en fait et qui les guident vers l'accueil. Et donc ça, c'est la première relation qu'ils ont ensemble. Et puis après, il y a plein de choses qui peuvent se vivre ensemble puisqu'on a 3 hectares de terrain, mais quand même des bâtiments qui permettent de vivre des choses ensemble. Ouais, c'est impressionnant la dynamique de mixité. Et je n'ai pas connaissance de lieux qui ont tellement de mixité, comme c'est le cas là pour le coup au Rimnissof. Aujourd'hui, l'accueil de migrants, c'est comme une évidence. Forcément, ça n'a pas toujours été le cas. Et aujourd'hui, avant de se projeter sur comment ça s'est fait, c'est carrément le Rimnissof, un établissement témoin par rapport à d'autres actions qui sont menées à l'international sur comment accueillir les migrants. Alors oui, on va parler tout à l'heure de comment ça s'est fait, mais c'est vrai que aujourd'hui le Rimnissof a commencé parmi les premiers de la Ligue pour la lecture de la Bible au niveau international en fait d'accueillir les migrants, et maintenant c'est vraiment un des points particuliers de la Ligue pour la lecture de la Bible, accueillir l'autre en fait. Oui. Parce que justement, et donc pour se projeter un petit peu en 2010, une décision qui est prise d'accueillir des migrants, souvent on le dit un peu légèrement, et j'avais pas envie qu'on le dise légèrement parce que c'est une réalité, c'est une vraie réalité, c'est faire vivre ensemble des Serbes et des Kosovars. C'est toi qui nous l'as expliqué. Hein. C'est avoir faire face à des craintes, et maintenant de ces personnes, c'est aussi vaincre une peur intérieure, la nôtre, celle de la structure dans laquelle on est. Voilà, est-ce que c'est pas forcément une évidence? Alors du coup, où est-ce que vous avez trouvé le courage finalement au Rimnissof de vaincre toutes ces peurs? Alors c'était une période en 2010, l'hiver est froid. Le Rimnissof avait déjà une expérience pour accueillir des personnes au niveau des jeunes d'un ITEP en fait pendant une année. Et après j'ai pris mon petit bâton pèlerin et puis j'ai dit ben voilà, le Rimnissof est à votre disposition pour faire de l'accueil permanent si vous avez des besoins. Et Jean-Robert Yapoudjan, qui était directeur général de Accès du Bercail, me disait ben, pour le Bercail qui est une MEX, on n'a pas de besoin particulier, mais par contre il fait froid et on a des demandeurs d'asile qui sont à la rue. Et en hiver, le Rimnissof, il n'y a pas beaucoup de groupes, 140 lits libres, et je me voyais mal dire non, on ne peut pas accueillir ce type de public alors qu'on a des lits vides et puis des chambres chauffées qui chauffent pour rien. Et avec comme arrière-plan le verset de Proverbe en fait qui dit que si tu as la capacité de faire le bien, fais-le en fait et fais quelque chose. Et donc c'est à partir de ce moment-là, on a décidé de pouvoir accueillir ces migrants. Et c'est vrai que c'était pas chose facile parce que dans la petite ville de Bulle, qui est pas très grande, tout juste 4000 habitants, tout d'un coup 40 migrants qui arrivent, 40 personnes du Kosovo et de Serbie, d'Albanie, donc des gens avec une réputation moyenne, on va dire, qui arrivent dans un petit village. Ça fait quelques remue-ménages. Ça a aussi fait du remue-ménage au niveau de la Ligue, au niveau du conseil d'administration, puisque tout le monde avait peur, la peur de l'étranger, peur de quelqu'un qui peut être potentiellement des voleurs, voilà, et ainsi de suite. Donc on a eu de sacrées histoires. Je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans les détails, mais en tout cas, il y a des choses assez pétillantes qui se sont passées. Voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'on imagine bien que, et c'est là, en discutant avec toi, que je me suis dit, ok,
ok, c'est bien beau de dire oui, il faut accueillir les migrants, etc. Mais c'est une autre chose de le faire. Oui. Et ça, est-ce que tu peux nous projeter peut-être dans une situation qui a été difficile? Parce que je sais qu'il y a énormément de victoires, de très belles choses, mais il y a aussi des moments difficiles. Une situation difficile pour bien cerner que voilà, l'accueil effectif, c'est difficile. Alors, quand on a commencé à vouloir accueillir les demandeurs d'asile, déjà, plusieurs personnes du conseil d'administration n'étaient pas d'accord, parce que qu'est-ce que ça va donner comme réputation au RIMISOF? Comment est-ce qu'on va accueillir d'autres personnes à côté? Les gens vont avoir peur. En même temps, dans le village de Bulle, dans la ville de Bulle, il y avait une famille du Kosovo, en fait, qui avait son statut de réfugié, mais qui semait la terreur, qui était très violente, et ainsi de suite. Donc, quand on a commencé à accueillir la première famille, grande famille de Kosovars, dont le papa, qui était aussi grand-papa, ils étaient 12 personnes, voilà, qui étaient costauds, qui sortaient de prison, qui avaient tué 2 personnes. Donc, voilà, le public était pas, enfin, les voisins n'étaient pas rassurés. On a rassemblé tous les voisins et puis on a fait une soirée pour expliquer ce qu'on va faire. Et un des voisins a dit, mais ça se passe à la télé, maintenant c'est à notre porte. Donc il a dit, je suis pas d'accord, je vais écrire au préfet et ainsi de suite. L'école, qui est un tout nouveau collège, a refusé au départ de prendre les enfants. La gendarmerie venait tous les jours parce que, soi-disant, il y avait une recrudescence de cambriolage. Donc l'ambiance était un peu tendue. Et au fur et à mesure des jours qui passaient, des mois qui passaient, les gens ont vu que c'était des personnes comme les autres, qui pouvaient rentrer en relation, que les enfants allaient à l'école, que ça se passait bien, que le RIMISOF prenait soin d'eux et veillait à ce que tout se passait bien. Et donc, au fur et à mesure des mois, les choses se sont mieux passées. On avait par exemple un groupe d'Américains évangélistes à fond qui sont venus, et puis leur responsable a dit, attention, dans l'autre bâtiment, il y a des réfugiés, des demandeurs d'asile, ils sont peut-être dangereux, des voleurs. Donc tout le monde avait barricadé sa chambre, barricadé toutes ses affaires. Et puis une Américaine arrive affolée, on m'a volé mon appareil photo, et ainsi de suite. Donc fouille partout. Ah oui, ça c'est les familles, ils sont rentrés, j'avais laissé ma porte ouverte. Donc moi j'ai dit, écoutez, on n'a jamais eu de vol, pourquoi est-ce qu'ils iraient voler là tout de suite? Ils devraient aller autre part. Enfin, on va pas. Et finalement, cette brave américaine, elle a eu tellement peur quand le responsable a dit qu'elle avait tellement bien caché ses affaires qu'elle les avait plus retrouvées, qui étaient au fond du sac. Donc voilà ce genre de petites anecdotes qu'on pouvait avoir et qu'on peut avoir régulièrement par rapport à l'étranger, voilà, et par rapport à tout ça. Ouais, et en toute humilité, moi, je me suis vraiment plongé dans cette réalité que c'est autre chose de le faire, d'accueillir les migrants et de passer au-delà des beaux mots, de dire oui, il faut accueillir, etc., mais de le réaliser. Et effectivement, je pense que des craintes comme celle-ci m'auraient sûrement traversé aussi. Et du coup, j'aborde ça en toute humilité. Toi, personnellement, maintenant, c'est entre guillemets une affaire qui roule. Il y a beaucoup de défis, bien sûr, mais l'accueil des migrants, c'est quelque chose qui est vraiment ancré au RIMISOF. Personnellement, j'imagine que ça t'a apporté beaucoup aussi sur le plan personnel? Alors sur le plan personnel, quand j'ai abordé mes études au niveau éducateur spécialisé, j'ai dit je veux jamais travailler avec des adultes. Voilà, pour moi le public c'est les enfants, et puis ça va bien. Et puis au fur et à mesure, voilà, on accueille des migrants, des adultes, des familles, on a affaire à des grandes personnes. Et c'est vrai que ça m'a changé complètement en fait la vision de l'aide à la personne et comment est-ce qu'on peut aider. Pareil sur le regard de l'autre et sur les défis qu'on peut avoir journalement. Une famille, quand elle arrive, elle nous connaît pas. Et obligatoirement, elle va mentir. C'est normal, en fait. Pour moi, c'est quelque chose qui est devenu normal, en fait. Et le temps qu'il y ait de la confiance qui s'installe et des choses qui se mettent en place pour que la personne puisse voir, tiens, ici, je ne suis pas en danger, ici, je suis accueilli, ici, on va faire quelque chose avec moi, pour moi, et je peux lui faire confiance. Et au fur et à mesure, il y a des choses qui se passent qui font que les gens deviennent différents. Et du coup, pour ma part, ça m'a aussi appris à être patient avec les personnes. Oui, quand je connais pas la personne, c'est normal qu'on met un masque, c'est normal que au départ, on se protège et que l'idée, voilà, c'est de rentrer en relation, de faire confiance, d'apporter quelque chose. Et du coup, les gens changent. Et aussi la compréhension de la peur des autres aussi, pour moi, c'était au départ, je trouvais ça ignoble, mais en fait, c'est quelque part normal. Donc c'est pareil.
on chemine avec les personnes, on chemine avec les gens qui accompagnent, en fait, c'est pour que il y a des relations qui peuvent se créer, puis que les gens apprennent à se connaître. Voilà. Toute dernière question, et ça m'a marqué dans nos échanges qu'on a pu avoir. Tu as beaucoup insisté sur la notion d'équité dans la manière, effectivement, d'approcher les gens. C'est vrai pour l'accueil des migrants, c'est vrai aussi sur d'autres thématiques. Et l'équité, en fait, c'est apporter une aide adaptée. C'est pas du tout donner la même chose à tout le monde. Tout à fait. Les familles qu'on accueille, certains, c'est des mamans seules avec des enfants, d'autres, c'est papa, maman avec les enfants, d'autres, c'est des adultes, c'est des jeunes majeurs, voilà. C'est des pays différents, donc avec des gens qui sont tellement différents. Donc si on apporte une même réponse à toutes ces mêmes personnes, on va pas y arriver, et puis les gens vont pas être satisfaits. Tandis que si les gens comprennent que ils sont tous différents et qu'ils ont des besoins différents, alors on va pouvoir aider toutes ces personnes de façon différente et de façon équitable. Voilà. Ouais. L'accueil de chacun avec ses différences, hein, le slogan du RIM LISSOF. Super, merci beaucoup. Réaction à chaud, comme c'est la tradition dans cette émission. Jean-Phi, on commence par toi. Alors moi, ça me confirme ce qu'on avait vu de toi, hein, c'est-à-dire cette passion. J'admire beaucoup le fait que tu sois à la fois tellement dans l'humain, et puis tu nous as sorti des ITEP, MEX. J'imagine que c'est aussi technique administrativement, ça va être très complet d'accompagner tout ce monde. Je vois aussi une énorme empathie quand tu dis mentir, finalement c'est normal parce qu'il y a la confiance, tu te mets à la place de ceux que tu aides, et puis du coup ce que je ressors de tout ce que tu as dit, c'est ce proverbe que tu as cité: si tu peux faire le bien, fais-le. Merci beaucoup. Simple, efficace. Facile à faire. Laura, réaction à chaud? À chaud, ce que j'aurais envie de dire, c'est que la Ligue et le CEL ont collaboré sur la sortie d'un livre. Hein. Exactement. Donc, si vous voulez en savoir plus sur comment on peut aimer son prochain, le plus vulnérable, le plus pauvre, concrètement, on peut aller creuser notamment les thématiques que tu as abordées aussi dans ce livre. C'est un livret d'études bibliques, en fait. Donc avec plein de témoignages et puis des mises en pratique aussi. Ouais. Exactement. Donc voilà, ça nous donne la possibilité à chacun d'explorer des pistes pour faire quelque chose. Peut-être pas à l'échelle de ce que tu fais, mais en tout cas, chacun à notre façon. Tout à fait. Et avant de passer à l'actu du CEL, Alain, tu es venu avec un livre. On peut en parler de ce livre? Oui, bien sûr. Alors, c'était un projet de la FEP, Fédération d'entraide protestante, en fait, auquel plusieurs établissements adhèrent, en fait. Et l'idée, c'était de faire une rencontre entre les bénévoles et puis les personnes accueillies. Donc, là, on a une bénévole qui était en contact avec une personne accueillie du Congo, en fait. Et ils ont fait une recette ensemble. Donc, ils ont présenté chacun une recette. Donc, il y avait une recette du Congo, une recette d'Alsace, entre autres le bec à Ofa. Et donc, chacun a cuit et puis mangé, on a mangé ensemble. Et l'idée, c'était de faire ça dans tous les établissements et de présenter un livre de recettes, donc un livre de recettes du monde et de France, et de présenter ces beaux moments d'échange, en fait, que les gens ont pu avoir les uns avec les autres. Ouais, le repas aussi, un beau lieu de rencontre et de mixité. Tout à fait, ouais. Et c'est universel. C'est universel. Et on sait qu'il y a des bons mangeurs autour de ce plateau. Exactement. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour conclure avec l'actu du CEL. Alors, en ce beau mois d'octobre, il va se passer un événement plutôt sympathique. Ça s'appelle Entre elles, la conférence Entre elles. Donc, c'est une conférence de femmes organisée par l'association événementielle. Et le CEL est partenaire de cet événement. Alors, on aura le plaisir d'y être du 22 au 23 octobre. Donc, c'est un samedi, un dimanche. Ça sera à Clermont-Ferrand. Donc, si jamais vous habitez dans la région, n'hésitez pas à vous inscrire. Si jamais vous n'habitez pas dans la région, n'hésitez pas à prendre vos billets de train parce que ça va être super sympa. Je pense que vous pouvez encore vous inscrire. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur leur site événementiel. En tout cas, nous, on sera présents avec le CEL pour présenter le parrainage d'enfants. Et ça va être vraiment super parce que l'année dernière, elles étaient plus de 2000 à être assemblées. C'était un truc de fou, une expérience géniale. Donc voilà, n'hésitez pas et venez nous voir surtout.
À la bonne heure. Merci beaucoup, Laura. Et Alain, merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Presque pour conclure, j'avais envie de dire, en réfléchissant sur le RIM Lissof, en préparant ce moment, j'avais l'impression d'avoir une cour des miracles un petit peu, là, où effectivement tous les publics se croisent, la mixité se fait, la rencontre se fait, et finalement la normalité devient normale. Tout à fait. Donc merci beaucoup pour tout ce travail. Un grand merci à vous. Voilà, belle continuation. Salut Jean-Phi aussi. Oui, on se retrouve bientôt. Salut. Je vais aller à Entre Elles, moi. On se retrouve en novembre aussi. Aussi. Il faudrait quelqu'un du Congo, ça donne envie les recettes. J'avoue. On y pense. Donc, rendez-vous en novembre du coup. Allez, bye, on vous salue. Tchuss. Salut. Au revoir.